Bonjour. Euh, Pensez-vous qu'une machine puisse un jour composer des suites pour violoncelle telles que celles que nous venons d'entendre? Probablement, et c'est certainement le sens de l'histoire. Mais pensez-vous qu'un jour, une machine pourra remplacer Jean-Sébastien Bach, le compositeur de ses œuvres? Personnellement, je ne le crois pas. Certainement non. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'il compose ses œuvres, Bach y inclut au-delà de sa maîtrise technique une forme unique d'intelligence humaine qu'il associe avec une émotion pure. Et tout cela fait qu'il est unique en son genre et qu'il est irremplaçable et qu'on ne pourra en aucune manière l'imiter. Cette alliance de la technique, de l'intelligence, de l'émotion est la composante essentielle de cette entité à la nature imparfaite que l'on appelle le genre humain. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui donnent libre cours à ce fantasme d'anthropomorphisme qui consiste à vouloir donner à des machines les caractéristiques de l'humain. Alors, au-delà du fantasme, au-delà de la fiction, il faut comprendre que cette accélération technologique qui nous est proposée, elle nous invite à repenser la façon dont l'humain va pouvoir faire société avec ces machines. Des machines que l'on veut douées de capacités extraordinaires. Et pourquoi pas un jour des machines qui seront douées d'émotions. Alors, face à ces défis, il est bien évident que la plupart d'entre nous se trouvent démunis. Nous, humains, on ne peut que se sentir dépassés par une équation à plusieurs inconnus. Et que, légitimement, on pourrait faire nôtre les mots de Jules Renard qui dit « L'intelligence, notre intelligence, c'est une bougie en plein vent ». Comment pouvons-nous réussir ce pari ? Ce n'est certainement pas ici qu'on va apporter une réponse totalement parfaite. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye, pendant ces 2 jours, d'appliquer un principe qui était très cher à Raymond Aron. Raymond Aron, dans ses mémoires, explique que, quand il essaye un petit peu de refaire ce qui a guidé l'essentiel de son travail, il explique « La tâche qui nous incombe est de comprendre notre époque aussi honnêtement que possible, sans jamais perdre conscience des limites de notre savoir. » Et en ce sens, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient présents, il y a 2 ans, sur cette même scène, Raphaël Enthoven nous expliquait à quel point le philosophe Nietzsche faisait preuve d'une énorme modernité dans sa pensée. Pour Enthoven, Nietzsche avait déjà à son époque pensé les enjeux qui prévalent dans notre monde numérisé. L'exemple est très simple. Dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche écrit « L'accélération monstrueuse de la vie habitue l'esprit et le regard à une vision, à un jugement partiel ou faux. Et tout le monde ressemble aux voyageurs qui font connaissance avec les pays et les gens sans quitter le chemin de fer. » Ce festival va vous proposer, et je pense qu'aujourd'hui ça ne va pas être très difficile, de sortir de la gare, de parcourir le chemin de la pensée, et surtout ceux du point de vue et du parti pris. Mesdames et messieurs, nous sommes le jeudi 28 juin 2018, nous sommes à Rouen, il fait un temps splendide. Je vous remercie d'avoir réussi à braver les grèves, les embouteillages, tout ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes présents dans cette salle. Je suis très heureux et très fier au nom de toute l'équipe de NWX de vous accueillir pour la 4e édition du Summer Festival. Nous allons parler d'intelligence et ça, j'imagine que vous vous en doutez. Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir la personne qui va vous accompagner pendant toute cette journée. C'est un garçon extraordinaire, il a un pédigré énorme. Que vous dire de lui? Je pense que si je vous dis qu'il est le maître de cérémonie charismatique du TEDx Beauvoisine, vous commencez déjà à peu près à savoir de qui je parle. Mais ce n'est pas que ça, c'est un Picard. Je crois qu'il y a des gens dans la salle qui sont d'Amiens. Les Amiénois sont en forme et en force, visiblement. Donc, je crois qu'il a fondé une société qui s'appelle l'Amiénoise d'animation. Et avec cette Amiénoise d'animation, effectivement, il va venir pendant toute la journée animer ce Summer Festival. Il est effectivement aussi libre, vous pouvez éventuellement l'engager. Il fait un petit peu tout, les communions, les lotos, les fêtes patronales, les bar mitzvahs aussi. Je vous demande d'accueillir sans plus attendre l'animateur à la barbe fleurie, Bertrand Louchet, l'homme qui a une vocation. Bertrand, je te passe le témoin. Et maintenant, check.
Je peux aller faire la sieste. En tout cas, après le violoncelle, merci pour ce très joli morceau de pipeau. Je suis très 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 heureux de vous retrouver toutes et tous. Et je forme le vœu, Thierry sera d'accord avec moi, que cette journée puisse être libre et fluide et que la circulation des idées se fasse bien plus aisément que la circulation automobile à Rouen. Alors effectivement, Thierry a cité Nietzsche, ça ne m'étonne pas du tout de lui. Qu'appelle-t-on intelligence? C'est vrai que sa définition fait des siècles l'objet de bien des débats et de bien des controverses. Moi, j'ai pas tellement envie de citer un philosophe, j'ai envie de citer Pierre Desproges qui disait « L'intelligence, c'est le seul outil qui permette à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur » et d'ajouter « L'intelligence, c'est comme les parachutes, quand on n'en a pas, on s'écrase ». Alors étymologiquement, intelligence provient du latin intelligentsia qui signifie faculté de comprendre. Alors, l'intelligence désigne-t-elle uniquement le potentiel des capacités mentales et cognitives d'un individu, ou puisqu'elle a été décrite comme une faculté d'adaptation, c'est d'ailleurs précisément la définition qu'en donne Gide, l'intelligence c'est la faculté d'adaptation, puisque donc elle a été décrite comme une faculté d'adaptation et d'évolution, peut-elle également s'appliquer à tout être vivant, faune et flore confondues. Et partant du postulat rabelaisien qui affirme que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, l'intelligence peut-elle aussi concerner une machine? Alors, les questions qui se posent sont nombreuses, les réponses multiples, plurielles, elles aussi, et j'espère que celles apportées par les différents speakers qui nous font l'honneur d'être présents avec nous vous rendront plus riches. André Gide, encore lui, a écrit « Il faut de l'esprit pour bien parler, de l'intelligence suffit pour bien écouter, c'est tout le mal que je vous souhaite ». Alors attention, notre premier intervenant pourrait repérer l'animal qui est en vous. Il est en effet l'un des plus grands spécialistes des grands singes. Il est paléoanthropologue, maître de conférences au Collège de France. Ses recherches se sont d'abord portées sur l'évolution du crâne des hominidés, ce qui comprend les hommes et leurs ancêtres, ainsi que les grands singes. Il s'est également beaucoup intéressé à des grands sujets de société au travers de l'expertise qui est la sienne, comme la diversité et la place des femmes. Il a également porté aussi, et à plusieurs reprises, un regard assez impertinent sur la politique et les politiques. Et je vous conseille d'ailleurs la lecture d'un livre qu'il a écrit qui s'appelle « L'homme est-il un grand singe politique ?» Alors, ces orientations s'orientent de plus en plus vers le monde économique et social, sur les processus de l'innovation, du management des groupes, de la transformation. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que je l'avais rencontré il y a 2 ans, dans le cadre d'une convention que j'avais organisée ici à Rouen. Alors son dernier essai va encore une fois traiter de l'intelligence artificielle, et il va surtout nous dire que si évidemment l'être humain est en train de travailler sur ces intelligences artificielles, il pense d'abord qu'il faut comprendre les intelligences naturelles qui accompagnent notre évolution, à savoir celle des singes et des grands singes. Sinon, pense-t-il, les hommes sont appelés à devenir les chimpanzés du futur. Grand scientifique, il est aussi, vous allez le voir, doté d'un humour remarquable. Ça fait plusieurs années qu'on se disait avec Thierry que ça serait bien qu'il soit avec nous. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré et je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements, Monsieur Pascal Pic.